blinded by the bright lights, but it was just me. On va poursuivre cette réflexion avec vous, Adrien Merveille, bonjour. Bonjour. Vous êtes Security Engineer Manager France chez Checkpoint, allez, pour faire simple, éditeur de sécurité bien connu du marché. Alors j'aurais une première question pour vous, Adrien. On assiste à un éclatement des compétences nécessaires dans le monde de la cybersécurité. Pourquoi est-ce que ça complexifie finalement la stratégie d'anticipation des organisations ? Effectivement, le terme éclatement est très bien choisi parce qu'il y a un éclatement d'abord du périmètre de la société. Donc aujourd'hui, on a certains éléments comme l'arrivée du cloud, comme la démocratisation du télétravail, qui viennent en fait augmenter la surface d'attaque d'une entreprise en ajoutant des nouveaux vecteurs d'attaque. Avec le cloud, il y a des nouvelles vulnérabilités, des nouveaux outils que les entreprises vont utiliser. Et pour ça, il faut se protéger en mettant des nouvelles technologies. Les gens qui exploitent les outils cyber des entreprises vont devoir aussi apprendre à gérer ces nouveaux outils. Et donc, il y a, à chaque fois qu'on rajoute une technologie, à chaque fois qu'on vient couvrir un nouveau vecteur d'attaque, il y aura forcément un résultat humain derrière. Vous avez quelqu'un tout à l'heure qui est intervenu et qui a insisté sur l'importance de l'humain dans la cybersécurité. C'est vrai, l'humain est là pour gérer les outils de sécurité, même s'il y a un certain nombre d'outils dont on parlera peut-être qui viennent l'aider. Et même dans la cyberattaque, l'humain est au centre de la cyberattaque parce qu'il y aura forcément à un moment quelqu'un qui va cliquer sur un endroit où il ne faut pas. Et c'est important pour une entreprise de former, d'une part, bien sûr, les personnels qui exploitent les outils de cybersécurité, mais aussi tous les utilisateurs et les employés de la société. Donc effectivement, les gens qui gèrent la cybersécurité aujourd'hui dans les entreprises ont plus d'outils à gérer, ne sont pas forcément plus nombreux, et ils doivent aussi gérer avec le côté réponse à incident. Donc, lorsqu'il y a un incident de sécurité, il faut qu'il y ait des gens qui analysent, qui investiguent, qui comprennent. Et c'est des choses aussi qui sont à prendre en considération dans l'aspect humain. Donc, il y a plus de charges, plus d'outils, ce qui rend un petit peu la charge complexe. Et en plus, on a une pénurie de compétences en cybersécurité en France. Est-ce que c'est ce contexte que vous dépeignez qui rend aujourd'hui si difficile l'anticipation d'une attaque ? Oui, tout à fait, parce que d'une part, il faut que les entreprises aient conscience de quelles sont leurs portes d'entrée, si je puis dire. Donc, on parle de External Surface Attack Management. Donc, il faut que les entreprises puissent savoir par où elles peuvent être attaquées. Ensuite, il faut qu'elles identifient quels sont les assets critiques. Et puis, comme toute... on parle d'anticipation, il faut qu'il y ait un plan qui soit prêt. En cas de cyberattaque, il faut que l'entreprise sache quels sont les éléments critiques à remettre en production, à rallumer en premier s'il faut tout éteindre. Et ça, c'est des choses qui se préparent. C'est pas lorsqu'il y a la cyberattaque qu'on va le deviner ou l'improviser. Si on fait ça, ça mettra forcément plus de temps derrière à se remettre de la cyberattaque. Donc c'est très important cette phase d'anticipation, de connaître ces risques. Une fois qu'on les a identifiés, savoir si ils sont critiques et s'ils le sont, est-ce qu'il faut mettre en place une solution pour couvrir ce vecteur d'attaque. Et donc derrière, pour une entreprise, ça veut dire un appel d'offres, ça veut dire une étude du marché, ça veut dire un certain délai. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Alors, on parlait du nombre de solutions tout à l'heure. Selon les derniers sondages du Césin, les entreprises déploient en moyenne 16 solutions pour se protéger. Mais en fait, la vérité, c'est que les grands groupes en déploient plusieurs dizaines. Une entreprise qui m'était chère, la dernière fois que j'avais compté, j'en avais 70. Oui, c'est plus les chiffres qu'on a, oui. Voilà, donc c'est plutôt pour les grandes entreprises en tout cas. Du coup, pourquoi les organisations ont tout intérêt à se lancer dans une phase de consolidation de ces solutions de protection cyber et finalement, comment s'assurer que tout ça fonctionne ensemble et que les pièces du puzzle s'emboîtent bien ? Tout à fait. La consolidation, c'est une réponse, en tout cas, que Checkpoint prône pour améliorer la posture cyber des entreprises dans ce contexte-là.
Il y a une image que j'aime bien utiliser parce que c'est pas vrai qu'en cybersécurité, cet aspect de consolidation, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux en France. Il y a quelques années, chaque hôpital avait son service IT, ses infrastructures et gérait d'une manière autonome un petit peu l'IT de l'hôpital. Depuis quelques années, c'est plus ou moins vrai en fonction des groupes hospitaliers, mais on constate un rapprochement entre les hôpitaux dans un même groupe pour mutualiser d'une part les gens qui exploitent l'IT, c'est pas que en cybersécu, mais en tout cas c'est vrai aussi en cyber, et également les infrastructures, les applications qui vont être communes à plusieurs hôpitaux. Ça permet d'optimiser les coûts, ça permet d'optimiser les ressources, et ça permet d'être mieux, du coup, en cyber, d'être mieux protégé face aux cyberattaques. Donc ça, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que c'est une logique d'optimisation et de centralisation des ressources. Et en cybersécurité, c'est un petit peu comme si vous vouliez recouvrir une table avec des dessous de verre ronds. Si vous voulez coller, il y aura des morceaux qui ne seront pas forcément couverts. Et si vous voulez vraiment que tout soit couvert, il va falloir recouvrir les dessous de verre parfaitement pour qu'il n'y ait plus de trous. Mais ça veut dire d'une part que vous allez avoir des solutions qui vont vous proposer les mêmes fonctionnalités et il faudra choisir laquelle vous allez activer. Ça ne va peut-être pas forcément bien fonctionner ensemble. Et puis aussi, d'un point de vue coût, vous allez payer 2 fois les mêmes fonctionnalités. Donc c'est pour ça que cette logique elle est intéressante, c'est que d'une part, vous allez avoir une couverture maximum, donc imaginez des dessous de verre carrés, ça s'embriquera beaucoup mieux, et puis vous allez avoir une optimisation financière et un coût réduit, et une simplicité bien sûr d'exploitation de la part des équipes d'admin réseau sécu. Les entreprises protègent-elles suffisamment les appareils mobiles? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent à distance, en mobilité, ainsi de suite. Est-ce qu'elles le font suffisamment? Effectivement, Thomas, c'est un très bon exemple, le mobile. Aujourd'hui, le mobile, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un équipement critique de l'employé, puisque en général, il a accès à sa messagerie, surtout depuis l'arrivée d'Office 365. Il l'utilise dans son cadre professionnel et en plus, il l'utilise aussi beaucoup dans son cadre personnel, souvent, puisque on peut installer tout un tas d'applications, des jeux, nos enfants peuvent y jouer. Voilà. Et donc, le niveau de risque de ce périphérique, aujourd'hui, est assez élevé. Et malgré ça, aujourd'hui, en cyber, on parle de nice to have quand on parle de sécurité de protection de smartphones, ce qui n'est pas forcément en haut de la liste des urgences sécurité que les entreprises doivent adresser. Ça n'a aucun caractère obligatoire aujourd'hui, donc. De toute façon, il n'y a jamais de caractère obligatoire si on sort des normes qui font des recommandations et qui imposent certaines choses. Mais aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui ont des mécanismes avancés de protection sur les smartphones, par exemple. Il y en a, mais il y en a peu encore. D'accord. Et donc, elles prennent des risques. Bien sûr. Mais c'est aussi une gestion de risque. Ouais, c'est ça. C'est une gestion de risque, effectivement. Ouais, mais quand même, gestion de risque. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et on nous pardonnerait pas de ne pas l'aborder, c'est l'IA. Mot magique depuis quelque temps, mais finalement, l'IA au service de la cyber, ça fait un paquet de temps qu'on nous en parle, en tout cas que les solutions nous promettent d'intégrer de l'IA pour renforcer les outils de protection, de détection, etc. Qu'en est-il à votre niveau? Effectivement, l'IA est au cœur de nos outils. Je pourrais différencier 3 aspects majeurs où on utilise l'intelligence artificielle. Le premier, c'est tout ce qui va être traitement des menaces. Donc, c'est-à-dire identifier et bloquer les menaces dans nos différents outils, donc sur les smartphones, sur les postes, sur le réseau, sur le cloud. Ça fait très longtemps qu'on l'utilise. On a une 60aine de moteurs d'intelligence artificielle qui tournent et qui agissent à différents moments sur différents types de fichiers ou différentes technologies pour bloquer la menace. La prévention dans la réponse à un incident est très importante parce que quand on fait de la prévention, on obtiendra un log de sécurité, alors que quand on fait de la détection, on aura un incident de cybersécurité. Ce qui est très différent en temps de réponse et en temps que la personne va passer dessus derrière. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui va être réponse à incident en elle-même. On parle beaucoup d'outils de type XDR en ce moment qui vont permettre un petit peu d'automatiser la réponse à incident pour décharger le rôle humain et améliorer le blocage de la menace en temps réel. J'aime bien l'image du bâtiment qui prend feu.
vous avez un feu qui se déclare à un étage d'une tour. S'il n'y a que l'étage de la tour qui se met à réagir, eh bien le feu va se propager, il peut y avoir des dégâts matériels et humains. Alors que si toute la tour réagit ensemble, les sprinklers se mettent en route, les portes s'ouvrent et se ferment au bon endroit, les pompiers sont appelés, eh bien vous avez plus de chances de mitiger l'incendie. En cyber, c'est exactement pareil. Si vous avez une menace qui est découverte sur le endpoint, c'est bien que le firewall soit au courant et puisse bloquer les communications qu'on voit sortir du endpoint en lien avec cette attaque. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on peut automatiser et grâce à l'intelligence artificielle, optimiser le traitement d'une attaque au sein du SI global. Et le troisième élément, c'est l'assistance aux gens qui utilisent nos technologies tous les jours. On a lancé cette année, par exemple, un chat qui est intégré dans les consoles d'admin de nos produits et qui permet d'assister les gens qui vont faire de l'investigation dans les logs, qui vont créer des nouvelles règles de filtrage à un endroit spécifique. L'outil va les assister en leur disant voilà, c'est ici le meilleur endroit. Est-ce que vous voulez que je pousse la politique pour vous ? Et voilà, c'est un vrai assistant. Comme s'il y avait un employé en plus dans la société qui va décharger et automatiser 90% des tâches qu'un admin sécu pourrait faire. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. I'm a cool breeze. You thought you were blinded by the bright lights, but it was just me.